incroyable. Et pourtant, le roi Bibi est de retour. Éternel et increvable. Naftali Bennett l'avait vaincu en clamant qu'il serait encore plus à droite que Netanyahou. Et bah Bibi a réussi l'exploit d'être encore plus à droite que lui-même. Benjamin Netanyahou a retrouvé son poste de Premier ministre en remportant les élections du 1er novembre 2022 avec 23,4% des voix. Il avait déjà gouverné le pays pendant 16 ans. Le deuxième plus grand parti, Yesh Atid de Yair Lapid, qui avait succédé à Bennett, sort quant à lui avec moins de 18% des voix. Aujourd'hui, la Knesset, le Parlement israélien, doit incorporer à ses rangs des membres du parti sioniste religieux, une coalition de 2 partis juifs ultra-orthodoxes d'extrême droite. La dynamique démographique des ultra-orthodoxes semble indiquer que leur participation à la vie politique et leur influence sur la trajectoire du pays vont croître rapidement. On le voit déjà, c'est la première fois que ces partis ont un tel pouvoir politique ou que des partis extrémistes obtiennent des postes clés du gouvernement israélien. Et pourtant, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes à Netanyahou. L'homme qui a façonné l'Israël d'aujourd'hui est prêt à reprendre le pouvoir à n'importe quel prix. 28 novembre 2022. Après une impasse prolongée, des progrès auraient été réalisés dans les pourparlers de la coalition Netanyahou-Smotrich. Les pourparlers avec Smotrich se sont embourbés dans des accusations mutuelles. Le parti sioniste religieux affirmant que Netanyahou était revenu sur des promesses et les Likoud accusant les partis d'extrême droite de faire des demandes exagérées. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle. La politique israélienne est entrée dans une nouvelle ère. Alors que jusqu'à présent, les juifs orthodoxes avaient tendance à délaisser la scène politique et leur parti recevait peu de soutien, on assiste aujourd'hui à une envolée de la faction la plus radicale et traditionnaliste du judaïsme. Le parti a obtenu 14 sièges lors des dernières élections, soit plus d'un demi-million de votes. C'est près de 11% de tous les suffrages exprimés et c'est surtout le double par rapport à 2021. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le 3e parti politique du pays. C'est le meilleur résultat pour un parti nationaliste religieux de toute l'histoire d'Israël. Alors quelle est la raison de la percée de ces groupes religieux et politiques radicaux? Quelle est la responsabilité du pouvoir politique traditionnel et quels sont les enjeux pour l'État hébreu? On t'explique. Une droite orpheline? La politique israélienne est en pleine transformation, mais pas forcément dans le bon sens. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, en Israël, le gain de popularité de ces partis radicaux n'a rien à voir avec l'immigration, l'insécurité, la corruption ou la crise économique. Ok, Netanyahou et son entourage proche sont mêlés à des affaires judiciaires toujours en cours, mais ça l'a pas empêché d'être réélu. Et même si on est loin des résultats d'il y a quelques années, son parti, le Likoud, a obtenu le même pourcentage de voix avec un taux de participation plus élevé. Autrement dit, il a réuni plus d'électeurs que lors des élections précédentes en 2021. Pour autant, les rumeurs de corruption des partis dits traditionnels avérées dans le cas de Netanyahou n'expliquent pas à elles seules pourquoi les résultats des extrémistes religieux ont doublé en seulement un an. L'économie israélienne se porte à merveille. Depuis 20 ans, le pays maintient une croissance économique solide. Le chômage est au plus bas et le secteur de la tech continue de prospérer. Même son inflation, à 5,1%, n'a pas été aussi cata que dans la plupart des pays développés. En plus, Israël exerce un contrôle strict à ses frontières et garantit un niveau de sécurité intérieure plutôt élevé. Et pourtant, la droite traditionnelle israélienne connaît une fracture politique importante. L'ancien premier ministre Naftali Bennett arrive au pouvoir en 2021 en formant une alliance politique pour le moins inhabituelle, en associant 8 partis de tous bords, de gauche, de droite et même arabes. Le seul objectif politique, évincer Benjamin Netanyahou. En plus, à ce moment-là, Netanyahou était au plus bas, poursuivi dans plusieurs procédures judiciaires pour corruption présumée. Des procédures qui, soit dit en passant, tournent dernièrement en sa faveur. En réponse, Netanyahou forme alors un gouvernement avec 2 groupes politiques, le parti arabe Ra'am et le parti sioniste religieux. Mais Bezalel Smotrich, le chef du parti sioniste religieux, refuse de gouverner aux côtés d'un parti arabe. Et c'est ainsi que Naftali Bennett, pourtant un ancien allié et chef de cabinet de Netanyahou, est devenu Premier ministre. Sauf que son arrivée au pouvoir est très controversée pour une bonne partie de la droite israélienne, du fait de ses alliances, d'un côté avec le parti arabe Ra'am, qui avait fini par tourner le dos à Netanyahou, et de l'autre avec le Yesh Atid, le parti de centre-gauche de Yair Lapid. Cette alliance anti-Netanyahou réunissait 8 partis et coalitions pourtant radicalement opposés. La droite nationaliste, le libéralisme nationaliste, le centre libéral, les sociodémocrates sionistes, la gauche écolo, les islamistes. Bref, pas de surprise, l'alliance explose un an plus tard, forçant les Israéliens à retourner aux urnes plus exaspérés que jamais. Dans ce contexte, une grande partie de la droite israélienne garde de cette coalition un sentiment de trahison.
Lors des élections de 2022, le soutien à Netanyahou reste modeste mais relativement solide. Par contre, c'est le dawa pour le reste de la droite traditionnelle. La plupart considèrent Bibi trop pragmatique et refusent de lui accorder son vote. Restent alors deux alternatives, s'abstenir ou alors voter pour le parti sioniste religieux, donc les juifs orthodoxes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, faut dire que le climat sécuritaire de ces 2 dernières années a pas franchement aidé. En mai 2021, des milliers d'Arabes israéliens, exacerbés par les inégalités, ont organisé des manifestations spontanées et parfois violentes. Des accidents isolés ont eu lieu, comme des agressions de citoyens juifs et le saccage de quelques synagogues. Évidemment, ces images très choquantes ont servi de réservoir de voix pour les partis orthodoxes radicaux. Et puis l'éternel conflit israélo-palestinien n'en finit pas de donner des munitions aux deux camps. La dernière crise en date, la guerre israélo-palestinienne de 2021. Aujourd'hui, une nouvelle crise couve avec des attentats à la bombe en Israël et des raids quasi quotidiens des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie pour déloger les brigades de Jenin et à Gaza contre le djihad islamique palestinien. Alors quel sera l'impact à long terme de ces élections sur le pays? Pourquoi un parti aussi radical que le parti sioniste religieux a été tellement attractif? On regarde ça maintenant. Haute tension. Le retour de Netanyahou n'est pas sans risque politique. Il n'a pas réussi à réunir une large majorité aux urnes depuis 2015. Il a dû passer des alliances et conclure des accords de plus en plus improbables pour conserver le pouvoir. Le bilan politique de Netanyahou est à plusieurs égards plutôt réussi, que ce soit en matière de relations internationales qu'en termes de gouvernance économique. Mais ça pourrait changer. S'appuyer sur le parti sioniste religieux pourrait avoir un impact très négatif pour les affaires diplomatiques israéliennes, menant peut-être à l'annulation du plus grand succès diplomatique du pays depuis des décennies, la normalisation des relations diplomatiques avec des pays arabes grâce aux accords d'Abrahams. Le ministre émirati des Affaires étrangères met en garde contre la création d'un gouvernement d'extrême droite israélien. Le ministre émirati des Affaires étrangères avertit l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les relations émirati-israéliennes s'offriraient si des dirigeants d'extrême droite du parti sioniste religieux comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich étaient inclus dans le prochain gouvernement. En plus, les dernières semaines de Coupe du Monde au Qatar ont désenchanté tous ceux qui pensaient que les accords d'Abrahams avaient marqué un tournant définitif. La normalisation des relations diplomatiques entre deux gouvernements ne suppose pas pour autant une approbation populaire. Mondial 2022 au Qatar. Israël demande à ses citoyens de dissimuler leur identité. En plus, certains des membres de la coalition se sont ouvertement prononcés en faveur de l'invasion russe de l'Ukraine. Ça ferait tâche si le prochain gouvernement israélien n'arrivait pas à se mettre d'accord dès sa formation sur une position commune sur un sujet aussi important que la guerre en Ukraine. Le précédent gouvernement de Netanyahou avait des relations exécrables avec Ankara, mais Naftali Bennett et Benny Gantz s'entendaient bien mieux avec Erdogan. Aujourd'hui que Netanyahou est revenu au pouvoir, on peut sincèrement se poser la question comment vont évoluer les relations turco-israéliennes. Washington, le principal allié d'Israël, est très inquiet de l'arrivée au pouvoir de ces franges radicales au pouvoir. Elles menacent la stabilité régionale en jetant l'huile sur le feu à coups de relents nationalistes. L'administration Trump entretenait d'excellentes relations avec Netanyahou au point de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu et d'y transférer son ambassade. Mais Biden et son cabinet sont beaucoup plus suspicieux. On peut raisonnablement envisager que les prochaines générations de dirigeants démocrates aux États-Unis seront beaucoup moins sensibles à la cause israélienne si le pays continue de se radicaliser. Mais pourquoi est-ce qu'on se méfie tant de ce groupe radical ? Pendant les élections, ils se sont présentés comme plus modérés pour recueillir plus de voix, mais ça fait des années que leur position est très claire. D'ailleurs, l'un des membres du parti de Ben-Gvir, une star montante de la scène politique israélienne, a été enregistré à son insu en train d'admettre qu'il s'agissait d'une stratégie de cheval de Troie pour tromper l'électorat. Suffit d'écouter et de lire ce que disent les dirigeants de ces partis radicaux. Par exemple, l'un des deux partis qui composent la coalition du parti sioniste religieux, c'est le Noam. Sa principale obsession, mettre fin aux droits et à la visibilité de la communauté LGBT en Israël, évidemment au nom des valeurs traditionnelles de la famille. Un nouveau membre anti-LGBT de la Knesset annonce qu'il cherchera à interdire la marche des fiertés de Jérusalem. Le chef de Noam, Avi Moatz, cherche un moyen d'interdire la marche annuelle qu'il juge offensante. Il a également indiqué qu'il souhaitait revenir sur une interdiction du ministère de la Santé sur les soi-disant thérapies de conversion, offrant des conseils psychologiques pour ceux qui ne veulent pas être homosexuels. Bezalel Smotrich, le chef du parti sioniste religieux, n'est pas en reste. Il a par exemple organisé la marche des bêtes, une marche anti-gay visant à se moquer de la Pride où on fait parader des ânes et des chèvres. Les organisateurs ont expliqué, je cite, « Au moins, les animaux, eux, ne commettent aucun péché ». Un membre d'un autre parti de la coalition aurait même déclaré « La majorité des citoyens arabes d'Israël sont des ennemis, mais pas tous. » Baruch Marzel, cofondateur du parti Otsama. Gardons à l'esprit qu'Israël est le seul pays du Moyen-Orient où des prides peuvent être organisés librement et où les couples de même sexe ne sont pas ouvertement persécutés. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Durant la campagne électorale, Ben-Gvir a carrément éclipsé Netanyahou dans les médias. Il s'est beaucoup inspiré de la première campagne de Trump en 2016 à coup de déclarations choc.
Il a bénéficié d'une couverture médiatique sans comparaison par rapport à d'autres politiciens ou candidats en Israël. Tehila Schwartz-Altschuler, de l'Institut israélien de la démocratie. Ben Gvir est un des hauts responsables du parti, mais il est aussi un ex-membre du parti Kach, une organisation considérée comme un groupe terroriste par Israël et interdite en 1994. Même que Tzahal, l'armée israélienne, avait refusé de recruter Ben Gvir en raison de son ancienne appartenance à cette organisation. Le discours de Ben Gvir est vraiment décomplexé. Même les partis d'extrême droite européens comme Alternative for Deutschland, l'AfD en Allemagne ou le FPO autrichien n'osent pas s'exprimer comme lui le fait. Il faut aller chercher du côté des groupuscules fascistes ou néo-nazis comme le mouvement de résistance nordique ou le Parti national britannique pour trouver des points de comparaison au niveau du discours politique. Même l'AIPAC, un lobby sioniste très puissant aux États-Unis et généralement très clément par rapport à la politique expansionniste israélienne, a considéré qu'une entrée au gouvernement de Ben Gvir il y a 3 ans était trop risquée. Elle avait par conséquent menacé de retirer son soutien à Netanyahou s'il donnait de la suite à ses idées. Un autre axe politique majeur du parti sioniste religieux, c'est la Palestine. Le parti est totalement opposé à la création d'un État palestinien. Il est favorable à la construction de nouvelles colonies et même à l'annexion totale de la Cisjordanie. Nous mettons sur la table une alternative différente. Un plan qui ne repose pas sur la division du pays, mais sur son unification. Je veux appliquer la souveraineté israélienne sur toute la Judée et Samarie. Bezalel Smotrich, chef du parti sioniste religieux. Évidemment, l'annexion de la Palestine impliquerait l'usage de la force et aboutirait de facto à la création d'un état d'apartheid. Mais ça ne semble pas être un problème pour le parti sioniste religieux. Si nous faisons preuve d'une poigne de fer, aucun enfant palestinien ne jettera de pierre. Ceux qui lanceront de pierres ne seront plus là. Qu'est-ce que je veux faire? Soit je les fusilerai, soit je les emprisonnerai, soit je l'expulserai. Bezalel Smotrich, chef du parti des sionistes religieux. Plus préoccupant encore, Ben Gvir est cité plus d'une centaine de fois dans des groupes WhatsApp et Telegram qui ont servi de plateforme pour coordonner des attaques de colons sur des arabes palestiniens. Smotrich, lui, continue de préconiser des trucs du genre séparer les mères juives et arabes dans les maternités. Il a aussi déclaré qu'il ne voyagerait jamais à l'étranger pour le plaisir. C'est évidemment un danger pour Israël. Le parti sioniste religieux menace non seulement la normalisation des relations avec les pays arabes, mais on replongerait dans les heures les plus sombres du conflit israélo-palestinien. Après tout, dans les colonies, ils ont obtenu 22% des voix aux dernières élections, plus du double de la moyenne obtenue dans tout le pays. Et certains dirigeants du parti sont même favorables à la démolition ou au moins au changement de statut de la mosquée Al-Aqsa qui se trouve dans la vieille ville de Jérusalem. C'est pourtant l'un des lieux les plus saints de l'islam. En termes de droits des femmes, on n'est pas non plus au top. De manière générale, ils ont du mal avec les femmes qui ne veulent pas se soumettre à leur mari, ou avec leur incorporation dans l'armée. Ils soutiennent aussi que les femmes journalistes qui apparaissent à la télé devraient se couvrir les cheveux. Et malgré tout ça, Netanyahou les a placés au pouvoir. Netanyahou confie à un politicien d'extrémistes homophobes la responsabilité de l'identité juive d'Israël. Le présumé premier ministre élu signe un accord de coalition avec Avi Maotz, qui a des opinions radicales sur le judaïsme non orthodoxe, les Israéliens LGBT, les Arabes et les femmes. La nomination de radicaux avec des idées allant à l'encontre des valeurs libérales et démocratiques de l'État israélien ne pose visiblement aucun problème à Netanyahou. Israël était pourtant une exception en matière de droits civils et de liberté par rapport au reste du Moyen-Orient. C'est vraiment dommage, même si Netanyahou parvient à limiter l'influence du parti dans les négociations. Sami Cohen, directeur de recherche émérite aux séries de Sciences Po, a prédit dans son ouvrage Israël, une démocratie fragile, une disparition progressive et inquiétante de l'état de droit. La société israélienne doit réagir avant qu'il soit trop tard. Bibi doit partir. L'un des meilleurs exemples de cette fragilisation de l'état de droit, c'est la proposition de ses nouveaux alliés ultra-orthodoxes de faire annuler toutes les procédures judiciaires visant Netanyahou. Une sorte d'immunité parlementaire rétroactive qui plus est. En fait, ils ont carrément prévu de réformer le pouvoir judiciaire, ce qui se traduirait par une réduction considérable de son indépendance. Une véritable menace pour la démocratie. Le ministre israélien de la Justice Gideon Sa'ar a déclaré à ce sujet: les blocs Netanyahou est coordonné, l'abolition du procès et l'établissement de la République du Bibistan, un paradis pour la corruption d'État où la Knesset et les gouvernements serviraient de refuge pour les criminels. Gideon Sa'ar, ministre israélien de la Justice. À toi maintenant, est-ce que tu penses qu'il est temps que Netanyahou laisse sa place? Est-ce qu'on est en train d'assister à la disparition de la démocratie israélienne, la seule du Proche et Moyen-Orient? Donne ton avis en commentaire et comme d'hab, lâche ton like et abonne-toi. Merci pour ton écoute et à la prochaine.